écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Pluriel, Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, nous sommes ensemble pour 45 minutes d'information. Comment éviter les coups d'État en Afrique? Le sujet est au centre des échanges aujourd'hui à Lomé et c'est à l'initiative du ministère des Affaires étrangères. L'agence togolaise de presse ATOP a 47 ans aujourd'hui. Elle célèbre cette nouvelle bougie à travers une opération ATOP propre. L'arnaque au téléphone. Quelle peine encourent les auteurs? C'est le contenu du magazine à suivre dans cette édition de la mi-journée. La Russie poursuit les frappes en Ukraine. L'assaut sur la capitale Kiev est l'étape à venir. Invité de ce samedi pluriel, il y en a deux. D'abord, Madame le ministre Adjovi Lolonyo Apedo, épouse Anakoma. Elle détaille les actions du gouvernement en faveur des femmes et le contenu du 8 mars à célébrer mardi prochain. Le deuxième invité parle des mesures prises pour l'ouverture des lieux de culte. Les échos du palais, les sports avec les affiches des playoffs et la revue de presse enrichissent ce journal. Le Togo cherche à mettre fin au coup d'État. C'est le contenu d'une conférence de 2 jours débutée ce matin à Lomé. Plusieurs panélistes sont à ce rendez-vous. La résilience au coup d'État est la préoccupation phare. Nathalie Baneguer, Florent Abi. Face à la résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest, cette conférence a pour objectif de mûrir des réflexions pour trouver des solutions efficaces aux problèmes d'extrémisme violent. Pour Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, il faut travailler pour la paix préventive au Sahel. En initiant ce colloque international, le Togo ambitionne non seulement d'interpeller le monde scientifique sur son rôle, sa place dans l'édification des sociétés paisibles et stables, mais aussi de recueillir des propositions concrètes et novatrices susceptibles de nourrir les réflexions dans le cadre d'une plus grande conférence sur le thème des transitions politiques et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique. Professeur Komlan Doji Kokoroko a invité les panélistes à un partage de réflexions et d'expériences en vue de faire face aux menaces liées aux extrémismes violents et au terrorisme. Certains de nos États de l'espace CEDEAO, devant les assauts déstabilisants du terrorisme, de l'extrémisme violent, des coups d'État sur fond de transition politique et constitutionnelle à marée haute et basse. Ce tableau désolant nous interpelle au-delà des échecs et des succès découlant des réponses de nos différents États. Dans cette optique, je voudrais ici particulièrement remercier le président de la République togolaise, son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé, pour ses actions avant-gardistes de sécurité et de développement. L'État ne se conclut pas et je nous invite simplement à rester le visage de la démocratie, de la sécurité, du développement et de la bonne gouvernance. Une conférence à la fois ministérielle et de certains chefs d'État en Afrique aura lieu le 21 avril prochain à Lomé pour se pencher davantage sur cette problématique. Cette conférence a reçu l'approbation de l'Organisation des Nations Unies, ONU. L'agencier face au défi du numérique. C'est le thème retenu pour le 47e anniversaire de l'agence togolaise de presse ATOP, célébré aujourd'hui. Grâce Goto. Pour marquer l'événement, une opération de salubrité a été organisée pour mettre au propre l'enceinte du dit organe. Eyebi Kokouvi, directeur de l'ATOP. Cette opération se situe dans le cadre des 47 ans de l'agence togolaise de presse. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans le numérique. Donc c'est dans cette optique que nous exhortons nos collègues
a vraiment utilisé cet outil-là qui nous facilite d'ailleurs la tâche aujourd'hui. Nous avons enseigné un peu l'agence togolaise de presse et nous avons reçu l'appui de 2 associations, AJAP et puis APJ, qui sont toujours avec nous et viennent toujours nous aider quand nous organisons des opérations à tort propre comme ça, ils viennent toujours nous aider. Donc c'est le lieu de remercier ces 2 associations qui sont toujours avec nous. Pour le chef en charge des reportages à la top, Yaya Kolani, certes, des innovations sont intervenues, mais les défis à relever sont encore plus grands. Depuis un certain temps, nous avons suivi un certain nombre de formations. Il y a beaucoup de mise à niveau en termes de maîtrise d'un certain nombre d'éléments liés à la profession. Mais au-delà de ça, il y a encore des difficultés qui subsistent. Parce qu'il faut dire que avec aujourd'hui le numérique et tout ce que cela comporte, il y a beaucoup de nos collègues qui ne maîtrisent pas encore l'outil informatique et qui puissent être à même de pouvoir envoyer un papier en temps réel. Les activités festives prennent fin lundi prochain. Le mur Art en action au Togo, c'est le nom du vernissage d'une œuvre présentée hier vendredi à Lobé par le ministre de la Culture et du Tourisme. C'est une œuvre qui combine une technique propre à l'artiste Luna Olga, celle du moulage des plâtres, et l'ambition du ministre en charge de la culture qui consiste à susciter l'art au sein des enfants de la rue. L'idée est de faciliter leur réinsertion dans la société. Asiati Vignon, directeur de la promotion des arts et de la culture. Dans le cadre de ce projet, il y a le transfert qui doit continuer entre les artistes plasticiens eux-mêmes, mais il y a une variante sociale que le ministre a bien voulu que cette variante-là soit prise en compte. C'est particulièrement le travail avec des enfants de la rue. Et nous avons travaillé avec l'ONG Ange qui a mobilisé les enfants de la rue. Donc la suite du projet, c'est avec ces enfants-là de pouvoir continuer les ateliers plastiques avec eux pour pouvoir leur inculquer les notions d'art plastique. Donc il y a déjà quelques-uns qui ont réellement senti le goût de le faire et les discussions sont en cours avec l'ONG pour les aider à sortir de la rue pour rentrer définitivement dans la société. Luna Olga, artiste plasticienne, spécialiste de cette œuvre d'art. Je travaille avec des artistes locaux qui sont de première envergure. Et c'est un plaisir de travailler avec eux. Ils m'ont beaucoup aidé. En réalité, nous faisons un échange entre des connaissances locales et des connaissances internationales. Donc, nous disons plutôt que c'est entre 2 connaissances. On a commencé à préparer des moulages du vivant sur des jeunes qui avaient envie de se prêter au jeu. La page africaine de ce journal d'abord, les Ivoiriens repartent sur de nouvelles bases. Ils ont signé hier un rapport au terme d'un dialogue politique de 2 mois. Plusieurs recommandations ont été retenues, parmi elles le paiement des subventions aux partis politiques. Nathalie Kbanege. La recommandation phare qui fait l'unanimité au sein de formations politiques ivoiriennes, c'est bien la nécessité d'un paiement plus régulier des subventions aux partis politiques. Et à propos, les participants au dialogue politique se sont entendus sur le besoin de réexaminer le mécanisme de financement des candidats et du remboursement des frais de campagne à la présidentielle. Au total, le rapport compte une 12aine de recommandations issues d'un consensus. Parmi ces recommandations figure aussi la question des réparations et indemnisations pour les victimes des violences politiques de 2020 ou encore la transmission au cabinet du Premier ministre de la liste des personnalités politiques dont les comptes seraient toujours gelés depuis 2011. Les partis se sont entendus sur la nécessité de réaménager la commission électorale indépendante où les pro-Gbagbo ne siègent pas et de réfléchir au découpage électoral. En revanche, pas de consensus sur les prisonniers des crises de 2010 et 2020 ou sur l'élargissement de l'amnistie de 2018, notamment à Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudé. Mais toutes ces recommandations laissent de côté d'autres points âprement discutés lors des débats tels que la liberté de manifester ou l'indépendance de la justice. La question de la limitation de l'âge des candidats à la présidentielle qui pourrait donner lieu à un débat lors de la prochaine session parlementaire est également laissée de côté. L'actualité en Ukraine, au Mali, c'est avec Grace Goto.
Au moins 27 soldats maliens sont morts et 33 autres blessés hier dans une attaque djihadiste qui a visé un camp militaire. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement. Pour l'heure, l'armée malienne aurait finalement repris le contrôle. Guerre en Ukraine, l'UNICEF estime que plus de 5 millions d'enfants sont traumatisés. En plus de l'exode massif, beaucoup d'enfants ont été blessés ou tués depuis le début de la guerre. Selon l'ONU, plus d'1,2 million de personnes ont déjà fui le pays. Et puis, l'armée sud-coréenne a annoncé ce samedi que la Corée du Nord avait tiré un projectile non identifié. Il s'agirait du 9e essai de missile par Pyongyang depuis le début de l'année. L'arnaque au téléphone est juridiquement une forme de cyberdélinquance ou de cybercriminalité et comme telle, elle est punie par le code pénal au Togo. Quelles sont les punitions liées à ce type de délinquance? C'est la réponse à apporter dans ce magazine préparé par Nathalie Kwanege. Selon la loi, cette infraction du droit commun commise avec l'utilisation de l'outil informatique tel que le smartphone, la tablette, le téléphone portable ou encore l'ordinateur est punie par l'article 452 du Code pénal de 2015. Magistrat Aboudal Raouf Bagna, deuxième substitut du procureur de la République, près le tribunal de première instance de Lomé. Lorsque vous prenez ce type de délinquance-là, vous avez d'abord le Code pénal de 2015 en ses articles 448 qui définit ce que c'est que l'escroquerie, maintenant appliquée au téléphone, et maintenant l'article 452 qui punit lorsque vous vous retrouvez dans cette situation-là. Et les peines varient entre 1 à 3 ans et une amende d'1 million à 3 millions ou l'une de ces peines. Ça, c'est le juge qui apprécie, parce que c'est une fourchette qui est prévue par la loi. Ces peines doublent lorsque l'arnaque au téléphone est commise avec plusieurs personnes dont les rôles sont répartis. Retrouvons le magistrat Aboudal Raouf Bagna. Lorsque vous lisez également la loi du 7 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, en son article 20, la loi est claire que lorsque nous nous retrouvons devant une infraction de droit commun commise au moyen de l'outil informatique, non seulement les peines peuvent être portées au double, mais il n'y a pas possibilité d'assortir ces peines-là de sursis. Donc vous voyez un peu comment le législateur a corsé la sanction en ce qui concerne l'escroquerie que nous appelons arnaque. En 2021, environ 300 déclarations d'arnaque téléphonique ont été faites chez Togocom, 21 cas chez Move Africa et 250 plaintes enregistrées au tribunal de Lomé. C'est le temps de l'inviter. Nous recevons d'abord M. Nawanou Alassane Moussa. M. Nawanou, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Voilà, vous êtes administrateur civil à la direction des cultes. Et à ce titre, le gouvernement a décidé cette semaine d'ouvrir les lieux de culte. La décision a-t-elle été prise à partir de quel constat? Merci. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez afin d'expliquer à vos auditeurs les conditions de réouverture des lieux de culte. En répondant à la question qui m'a été posée, je dirais que la réouverture des lieux de culte a été effective à 2 conditions. La première condition, c'est la baisse du taux de positivité. Et la deuxième condition, c'est la baisse des nouvelles contaminations. Donc, au vu de ces 2 éléments, le conseil scientifique s'est prononcé pour la réouverture des lieux de culte, ce qui a amené le gouvernement à procéder à cette réouverture. Alors, veuillez nous rappeler les mesures à respecter par les fidèles et les autorités religieuses. Comme vous le savez, nous ne sommes pas à la fin de la pandémie. La pandémie est toujours là. Et donc, en ce qui concerne les mesures barrières, il n'y a pas eu d'assouplissement. Ce sont les mêmes mesures barrières qu'il faut continuer par respecter. Je m'en vais vous rappeler très rapidement ces mesures barrières. La première mesure, c'est le lavage de mains. Donc, à ce niveau, toutes les organisations
doivent disposer d'un dispositif de lavage des mains à l'entrée de chaque lieu de culte pour que les fidèles puissent procéder au lavage de mains avant d'accéder au lieu de culte. Et la deuxième mesure, c'est le port de masque. Donc, les responsables des lieux de culte doivent prendre des dispositions pour s'assurer que tous les fidèles portent des masques avant l'accès au lieu de culte. Et la dernière mesure, c'est le respect de la distanciation d'au moins 1 mètre entre les fidèles. Alors, c'est la troisième question à présent, M. Nawanou. Et cette décision concerne-t-elle tous les lieux de culte au Togo? Pour être direct, je dirais non. Non, parce que la décision ne concerne pas tous les lieux de culte. Seuls les lieux de culte qui ont une existence légale sont autorisés à rouvrir. Voilà. Et la décision s'étend-elle aux nuisances sonores des lieux de culte? En fait, l'objectif en procédant à la réouverture des lieux de culte, c'est juste pour permettre aux fidèles de participer au culte, aux prières. Mais ce n'est pas de favoriser les nuisances sonores. Tout compte fait, en cas de nuisances sonores, des dispositions sont prises. Et monsieur le ministre d'État, a instruit le directeur, le colonel Belei, à prendre des mesures afin de réduire ces nuisances sonores engendrées par les lieux de culte. Alors, y a-t-il un autre sujet, M. Nawanou, qui vous tient particulièrement à cœur? Bon, s'il y a un autre sujet, c'est de remercier tous les acteurs qui ont contribué à atteindre ces résultats, qui ont permis au gouvernement de procéder à la réouverture des lieux de culte. Mais c'est également le lieu d'encourager les leaders religieux à poursuivre les sensibilisations sur la nécessité de se faire vacciner et contribuer ainsi à l'atteinte de l'immunité collective. Merci, M. Nawanou. C'est à moi de vous remercier. Voilà, c'était donc M. Nawanou. Il est administrateur civil à la direction des cultes. Nous allons aborder maintenant le deuxième invité. Il s'agit de Mme Adjovi Lolonyo Apedo, épouse Anakoma. Elle est ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Notre entretien porte sur la célébration du 8 mars prévue mardi prochain. La communauté internationale s'apprête à célébrer la Journée internationale de la femme édition 2022. Madame le ministre, d'abord, pourquoi une telle journée dédiée à la femme? Merci Théophile pour cette invitation. C'est vrai, la communauté internationale va célébrer le 8 mars prochain la Journée internationale de la femme. Il faut dire que l'organisation de la société a créé des disparités qui défavorisent beaucoup les femmes, alors que les femmes représentent plus de la moitié des potentialités humaines disponibles pour la construction d'un monde plus juste. Et c'est ce qui justifie le bien fondé d'une journée dédiée à la femme, parce qu'elle permet de réaffirmer la volonté d'atteindre l'égalité tant recherchée entre les êtres humains. Le thème de cette année s'intitule « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Qu'est-ce qu'il faut retenir par ce thème? De ce thème, nous pouvons retenir qu'aucun avenir ne peut être radieux sans l'égalité de genre. Et nous devons noter aussi que l'égalité de genre est le soubassement d'un développement durable. Elle permet d'éradiquer les stéréotypes sexistes. La recherche d'une solution durable au changement climatique devra inclure impérativement les questions de genre. Et vous savez, les femmes sont plus impactées par le changement climatique que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Ce sont les femmes qui font les corvées d'eau dans nos communautés. Quand il y a sécheresse, c'est les femmes qui doivent parcourir de longues distances à la recherche de l'eau. Et quand c'est l'inverse, quand il y a inondation, les femmes sont toujours impactées et elles sont au premier rang. Au vu de tout cela, nous ne pouvons imaginer le changement climatique sans l'implication des femmes. Aujourd'hui, le thème de l'année vient donc poser ici la question, les réflexions sur les questions de développement durable, nécessitant donc la contribution de tous, aussi bien les hommes que les femmes. Quelles sont les implications de ce thème au Togo? D'abord, je voudrais
rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour sa vision de développement qui vise surtout l'inclusion dans le but d'intégrer toutes les couches sociales dans les actions de développement. Nous saluons surtout son engagement politique de haut niveau, pris au sommet des leaders à Glasgow en novembre dernier. Engagement par lequel il a promis que le Togo mettra tout en œuvre pour réduire la production de gaz à effet de serre à hauteur de 20,51% à l'horizon 2030, en ce qui concerne la contribution déterminée au niveau national du Togo. Bien évidemment, cet engagement s'est traduit par des actes dont, entre autres, la prise en compte du genre dans la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. On peut citer par exemple la nomination d'un point focal genre de changement climatique auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. On peut également citer la conduite des activités de sensibilisation des groupements et associations de femmes sur les engagements ou les changements climatiques, la gestion durable des terres, les bonnes pratiques agricoles, la création des forêts communautaires, l'usage des foyers améliorés. On peut noter également la formation sur la mise en place des pépinières, des techniques de reboisement et sur la diversification économique. Madame le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, parlons à présent des avancées réalisées ces 5 dernières années. Il me plaît d'abord ici d'exprimer notre gratitude aux partenaires techniques et financiers et aux organisations de la société civile dont la contribution est à saluer en ce qui concerne les résultats obtenus en matière d'avancée. Différentes initiatives ont été prises par le Togo sur le plan politique, juridique, économique et social qui ont permis de faire progresser sensiblement les droits de la femme. Nous avons la représentativité des femmes dans les sphères de décision et à des postes clés qui s'est améliorée. Et comme exemple, nous pouvons citer le nombre de femmes dans les gouvernements. Il faut noter qu'en 2017, le taux de femmes au gouvernement était de 17,39%. Et en 2020, on est passé à 34,28%. Au sein du gouvernement aujourd'hui, sur 35 ministres, on note donc 12 femmes. Et on trouve des femmes à des ministères clés, comme le ministère des Armées, le ministère de l'Énergie, le ministère des Infrastructures, le ministère de l'Économie numérique. Nous avons aujourd'hui à la tête du gouvernement une femme et une femme présidente du HCRON. Au niveau de l'Assemblée nationale, pour la législature 1994-1998, on notait seulement une seule femme. Aujourd'hui, sur 91 députés, nous avons 17 députés femmes, soit 18,68%. Nous avons une femme à la tête de l'Assemblée nationale, une femme deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons une femme questeur et plein de femmes rapporteurs et présidentes de commission à l'Assemblée nationale. Au niveau de la gouvernance locale, sur 1527 conseillers municipaux, on dénombre 192 conseillères municipales, dont 12 femmes maires de communes et 24 femmes adjointes au maire, avec une femme à la tête de la fêtière des communes du Togo. Et plus de femmes envoyées dans les contingents militaires pour le maintien de la paix. Sur le plan économique, en 2020, malgré l'impact de la crise sanitaire, le nombre d'entreprises créées par les femmes a augmenté. Sur un total de 3426 entreprises formalisées, 27% de nouvelles entreprises ont été créées par les femmes. Nous avons la mise en place aussi du Fonds national pour la finance inclusive, le FNFI, qui a permis de toucher presque 1 300 000 bénéficiaires, dont la majorité est constituée de femmes.
On note également la prise de mesures pour améliorer le pouvoir économique des femmes. Nous avons au Togo 25% des marchés publics qui sont réservés aux femmes et aux jeunes. L'inclusion financière, l'appui au groupement de femmes, tout ceci pour accompagner les femmes dans la mise en place de leur entreprise, donc dans leur autonomisation. Et plusieurs rapports témoignent de ces avancées, notamment le rapport Women Business and the Law de la Banque mondiale, publié en février 2021, qui a classé le Togo au premier rang en matière de promotion de leadership dans les instances de décision, dans les entreprises et dans l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest. On peut citer également le rapport de l'OIT sur la part des femmes dans les fonctions dirigeantes, publié sur le site français Statista en septembre 2021, qui a classé le Togo au premier rang mondial des pays où les femmes sont aux commandes. Sur le plan juridique, de nouveaux textes ont été adoptés ou révisés en faveur de l'égalité de la femme et de l'autonomisation des femmes, notamment la loi portant code foncier et domanial. Cette loi garantit l'accès à la propriété foncière aux femmes au même titre que les hommes. Nous avons la loi sur l'impôt qui est très favorable aux entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises en matière de réduction des taxes. Nous pouvons citer également la loi portant code pénal qui sanctionne davantage les violences faites aux femmes. Et nous avons aussi le code des personnes et de la famille modifié en 2012 et en 2014 qui apporte une innovation dans la lutte contre la violence basée sur le genre, le droit de la femme en matière de mariage, la gestion du foyer, de succession et de la capacité juridique de la femme. Quels sont aujourd'hui les défis qui subsistent pour promouvoir l'égalité des sexes et surtout le désir d'émancipation des femmes? Merci pour cette question. Il faut noter que malgré les avancées observées ou obtenues en matière de promotion et de droits de la femme, des défis subsistent. Entre autres défis, nous pouvons citer les pesanteurs socio-culturelles néfastes qui compromettent le développement des femmes. Et nous devons œuvrer aussi pour maintenir les jeunes filles dans le cursus scolaire et universitaire, et surtout pour leur excellence et le développement de leur leadership. Nous devons également assurer à ces femmes et filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école une alphabétisation pour leur permettre de pouvoir s'autonomiser de manière optimale et pour permettre leur épanouissement. Nous devons donc assurer à ces femmes une participation effective à la prise de décision à tous les niveaux et dans tous les processus de développement du pays. Nous avons également comme défi à relever de faire avancer la participation égale des femmes et des hommes en tant que décideurs dans l'élaboration des politiques de développement durable. Et comme défi aussi, nous devons chercher à faciliter l'accès des femmes aux moyens de production. Nous avons parlé tout à l'heure de certaines lois qui donnent droit à la terre, à la femme au même titre que les hommes. Donc nous devons faciliter ces accès-là à la terre, donc les domaines cultivables. Nous devons aussi renforcer les mesures permettant aux femmes d'obtenir les microcrédits. Les informations relatives à ces microcrédits doivent être disponibles pour que les femmes puissent en jouir pleinement et aussi pouvoir insérer ces femmes-là sur le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, nous tous, nous savons que ce soit l'entrepreneuriat, l'autonomisation de la femme, tout passe par la technologie de la communication. Et de ce fait, nous devons mettre tout en œuvre pour que les femmes aient accès au TIC. Contraception libre, avortement légal, égalité salariale. Où en sommes-nous avec ces questions au Togo? Il faut dire qu'au Togo, la contraception libre est actée, mais maîtrisée.
Nous avons la loi portant santé de la reproduction qui met en exergue la liberté de la jouissance à la vie sexuelle et reproductive. Et cette même loi prévoit des conditions dans lesquelles l'avortement peut être accepté. L'avortement est accepté en cas de menace de la santé de la mère, en cas de malformation du fœtus ou du bébé, en cas de viol ou d'inceste. En matière d'égalité salariale, les tests nationaux au Togo confèrent à tout travailleur, homme comme femme, un traitement égal en matière de salaire. Le statut général de la fonction publique, en son article 182, en dispose. Il en est de même du Code du travail. Et en d'autres termes, il faut dire qu'au Togo, à diplôme égal, salaire égal pour les hommes et les femmes. Madame le ministre, quelles sont les activités menées pour promouvoir la santé des femmes? De façon globale, en matière de promotion et de protection de la santé de la femme au Togo, nous pouvons citer l'instauration de l'INAM qui permet à tout Togolais d'avoir accès à des soins de santé à coût réduit. Et les femmes en profitent également. Nous pouvons citer également la mise en place de la CARMA qui consiste à subventionner la césarienne pour les femmes enceintes qui devraient subir des césariennes. Il y a également la prise en charge gratuite de la prévention du paludisme chez la femme enceinte. Et depuis l'année dernière, nous avons le programme Wezu qui consacre la gratuité des soins maternels essentiels pour toute femme enceinte et les nouveau-nés. Nous avons le programme PTME qui est la prise en charge gratuite de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. En plus de tous ces programmes, au niveau du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, nous avons le programme de lutte contre les grossesses et les mariages chez les adolescents. Nous avons également mis en place des cellules communautaires de lutte contre les grossesses et les mariages chez les adolescents. Au niveau du ministère, nous avons également élaboré et mis à disposition un guide sur la communication entre parents et enfants. Il y a également la prise en charge des femmes victimes de fistules obstétricales à travers la prévention et la réinsertion socio-économique. Les femmes adhèrent-elles à ces activités, notamment dans les milieux ruraux? Oui, il faut dire que les femmes adhèrent aux différents programmes qui sont mis en œuvre, surtout en leur faveur. Elles sont de plus en plus organisées de nos jours. À travers les différents appuis techniques dont elles bénéficient, surtout les groupements de femmes reçoivent des formations sur des compétences en vie courante. Nos agents sociaux y font également des sensibilisations qui leur permettent de mieux comprendre les enjeux. Et nous avons aussi nos centres d'écoute qui jouent un grand rôle en donnant aux femmes les informations et les conseils qu'il faut pour leur survie et leur vie dans leur communauté, surtout en matière de droits dont elles doivent jouir. Quelles sont les difficultés dans l'exécution des différents programmes à l'endroit des femmes? Les difficultés existent et le plus gros lot des difficultés réside dans le combat quotidien que nous menons. Je l'avais dit plus haut que nous avons encore les pesanteurs socio-culturels qui tirent vers le bas les efforts du gouvernement. Il y a également les stéréotypes sexistes, les discriminations à l'endroit des femmes et autres. Et l'une des difficultés aussi demeure l'ignorance. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'alphabétisation, nous essayons aussi de combattre tout cela. Parce que l'alphabétisation permet aux femmes d'être plus aguerries, surtout quand elles savent lire et écrire. Madame le ministre, quelles sont les activités programmées au niveau national pour marquer cette journée du 8 mars? Pour le 8 mars 2022, le gouvernement a pensé faire un clin d'œil aux femmes de l'intérieur du pays. Donc, nous allons délocaliser
la journée du 8 mars à l'intérieur du pays et elle sera célébrée le 8 dans la préfecture de Blita. Lors de cette célébration, nous allons appuyer des groupements de femmes et des coopératives de femmes en matériel de production, surtout les femmes œuvrant dans le domaine de l'environnement. Et ces appuis seront octroyés à des femmes dans les préfectures de Blita et de Clouto. Nous allons également animer des émissions radio-télévisées. Des tournées aussi seront organisées dans les différentes régions par nos équipes. Et il y aura également des causeries éducatives, des conférences, débats dans les villes et villages et un peu partout dans les quartiers. Pour terminer, peut-on penser à un meilleur avenir des femmes au Togo? Évidemment. Plusieurs indicateurs aujourd'hui suscitent l'optimisme. Le Togo est parmi les meilleurs pays œuvrant dans le leadership féminin. Et ce qui a valu, je ne vous apprends rien, la distinction honorifique du Hiforchi d'ONU Femmes au président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, en octobre dernier, pour sa politique de promotion de la femme, de l'équité et de l'égalité de genre. Quel message vous avez particulièrement à l'endroit des jeunes filles? C'est vrai, la journée du 8 mars, c'est la journée de la femme. Mais pour être une femme accomplie, épanouie, il faut être une jeune fille formée, éduquée. Donc, à l'endroit des jeunes filles, je voudrais leur dire de se fixer des objectifs bien précis pour réaliser leurs rêves. Que les filles rêvent et rêvent grand. Et il faut qu'elles donnent la priorité à leur travail, à leurs études. Aujourd'hui, l'essentiel n'est pas seulement de réussir ses études, mais c'est de bien réussir ses études. Donc, il faut qu'elles soient excellentes dans tout ce qu'elles veulent faire. Je peux leur dire aussi d'avoir du courage, de l'abnégation, de se faire des modèles parmi les femmes leaders aujourd'hui. Il faut que les filles aient confiance en elles-mêmes, faire le bon choix dans la vie, savoir gérer surtout leur vie. Je leur dirai aussi de se concentrer sur l'essentiel et d'éviter de se faire distraire. Et voilà ce que je peux dire à nos filles, à nos jeunes sœurs. Votre conclusion, Madame le ministre? Pour conclure, je veux d'abord revenir sur le thème de la célébration de cette année et dire que les femmes jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la résilience des communautés au changement climatique. Faisons-leur confiance en les associant aux actions menées en ce sens. Ensuite, je voudrais rappeler qu'au-delà de l'aspect festif, le 8 mars est véritablement une journée de réflexion sur les avancées et les défis. Et cela commence par nos cellules familiales, dans nos maisons. Comment nous traitons les filles et les garçons? Ensuite, dans nos écoles, comment nous traitons les jeunes garçons et les jeunes filles? Jusque dans nos sociétés, sur les lieux de travail, nous devons traiter de manière équitable les filles et les garçons pour pouvoir leur donner des chances égales de réussite. Enfin, je saisis cette occasion pour vous remercier, vous les journalistes, pour l'opportunité que vous nous offrez de partager avec vous l'opinion nationale et internationale, les contours des préparatifs de la célébration de la Journée internationale de la femme au Togo, de même que les actions menées par le gouvernement avec l'appui des partenaires en faveur de l'égalité des sexes. J'invite donc toute la population à contribuer au succès de cette journée. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes, sans oublier les hommes qui sont nos partenaires de tous les jours. Je vous remercie. Le sieur Agbessimé a été condamné à 15 ans de prison pour homicide sur la nommée Valérie. Cette dernière a été jetée dans le puits par Agbessimé après une dispute avec la maman de la défunte, qui n'est autre que sa concubine. Retour sur les faits avec Hélène Assabi dans les Échos du Palais.
Dame Ayaba, épouse du nommé Kofigon, avait regagné ses parents avec sa fillette Valérie suite à un différend qu'il avait opposé à son mari. Après cette séparation, elle entra en relation amoureuse avec Agbesime. Après quelque temps, Ayaba tomba enceinte. Son état de grossesse fut confirmé par l'aide infirmier du centre de santé de Sokotome. Quelques jours plus tard, Ayaba fit savoir à son amant que sa grossesse avait été interrompue suite à des malaises issus des violences physiques exercées par ce dernier sur elle. Cette information créa une tension entre les concubins. Ainsi, le 10 décembre 2010, Agbesime était venu annoncer à sa concubine que la grand-mère de celle-ci l'avait envoyé lui demander de lui apporter de l'eau au champ. Ayaba refusa dans un premier temps, mais sur insistance de son amant, elle finit par accepter. Elle prit alors une bassine d'eau avec sa fillette au dos et le suivit en vue de rejoindre sa grand-mère au champ, comme il le lui avait demandé. Chemin faisant, Agbesime l'interrogea sur la cause de l'interruption de sa grossesse. Ils étaient arrivés au niveau d'un puits abandonné quand l'inculpé déclara à sa concubine qu'elle et sa fillette allaient mourir puisqu'elle s'était débarrassée de sa grossesse. Il se saisit d'elle et la jeta dans le puits après l'avoir débarrassée de l'enfant qu'elle portait au dos. Il prit ensuite l'enfant qu'il jeta dans le puits avant de s'y jeter lui aussi. Dans le puits, l'inculpé déclara à Ayaba qu'elle et son enfant périraient. Au cours de leur dispute dans le puits, un villageois qui se rendait au champ entendit leur voix et retourna alerter une autre personne. À leur arrivée, l'inculpé sortait du puits. Ils virent ensuite Ayaba sortir du puits. Elle leur raconta ensuite sa mésaventure. Agbesime tenta de s'enfuir, mais il a été rattrapé par les jeunes du village. Quant à la fillette Valérie, elle fut sortie morte du puits par les puisatiers. L'inculpé a reconnu les faits en enquête préliminaire avant de se raviser devant le juge d'instruction. Il a aussi reconnu avoir menti en faisant croire à la victime, sa concubine, que sa grand-mère lui demandait de lui apporter de l'eau au champ. Selon le juge, ce mensonge prouve à suffisance que la seule intention de l'inculpé était de conduire les victimes au niveau du puits pour les y jeter. Ainsi, devant la cour d'assises de Lomé, à l'audience du 2 mars 2016, il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Et oui, mesdames et messieurs, sachant que la violence ne résout pas les problèmes. À samedi prochain. Les sports, la phase régulière de la D1 a pris fin depuis le 27 février dernier. Les 6 clubs qualifiés pour le dernier virage sont désormais fixés sur le début des playoffs. Kilim Poyode. Les playoffs commencent le 13 mars prochain. L'information a été donnée par la Fédération togolaise de football. Ils sont 6 clubs qui, pendant 10 jours que durera ce mini-championnat, tenteront d'arracher un billet pour le carré d'as. AS Togoport et Dito qui viennent de la préfecture du Golfe, Gomido de la préfecture de Kloto, ASCO, le champion sortant, et ASCK, vice-champion sortant, venant tous de la préfecture de la Kosa, et l'outsider AS Bina de Pagoуда sont les heureux élus de cette saison pour ce dernier tour. Pour la première journée de ces playoffs, les duels sans merci entre ASCK Dito Akege et ASCO AS Togoport Akara retiendront toutes les attentions. Ailleurs sur le continent, le programme des matchs de barrage pour la Coupe du Monde est rendu officiel depuis le jeudi dernier. 5 affiches aller-retour sont prévues les 25 et 29 mars prochains pour désigner les 5 représentants du continent. La République démocratique du Congo fera face au Lion de l'Atlas à Kinshasa. Le Mali et la Tunisie s'affrontent le 26 mars à Bamako. Le Cameroun affronte l'Algérie à Douala. L'Égypte joue le Sénégal au stade international du Caire. Duel fratricide entre Ghanais et Nigériens à Cape Coast au Ghana. La phase retour de toutes ces rencontres se jouera le 29 mars prochain. Revue de presse, 2 principaux sujets sont à la une des parutions. L'invasion russe en Ukraine, plénière à Kara où les députés ont donné le ton donc des élections régionales en votant la loi sur les collectivités régionales. Revue de presse, Léontine Atogima. Préparatifs des élections régionales au Togo, les régions érigées en collectivités territoriales, titre temps nouveau. La loi sur les collectivités territoriales régionales votée, cap sur les élections, renchérit l'Union pour la patrie. Selon le billet hebdomadaire, les élus du peuple depuis Kara ont approuvé ce projet de loi dans la perspective de parachever le chantier de la décentralisation au Togo.
Ainsi, la création des régions est essentielle dans le cadre des élections régionales projetées pour la fin de cette année, poursuit le journal. Temps Nouveau va plus loin en soulignant que la consécration de la région en tant que collectivité territoriale a été décidée pour être en adéquation avec la loi du 26 juin 2019 portant modification de la loi de mars relative à la décentralisation et aux libertés locales. Il faut noter que le vote de cette loi s'est déroulé lors de la première séance de la première session de l'année ouverte à Kara. Mais on faut rappeler que 16 projets de loi sont en attente pour occuper les députés. La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yawadi Bodichega, a exhorté ses collègues à se consacrer avec abnégation, ajoute chronique de la semaine. Hors du Togo, la situation en Ukraine inquiète tous les dirigeants de ce monde, notamment les dirigeants africains. Face aux actes racistes sur des Noirs en Ukraine, Liberté interpelle les États africains sur leurs responsabilités. Le Togo y fait face déjà, notre chronique de la semaine, qui relève que le ministère des Affaires étrangères met en valeur sa solidité pour sauver les ressortissants togolais en Ukraine. Selon le ministre des Affaires étrangères, que l'hebdomadaire cite dans ses colonnes, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est mobilisé aux côtés des ambassades du Togo en Allemagne et des associations des Togolais en Pologne au service des compatriotes togolais actuellement en Ukraine et dans les pays limitrophes. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est donc fini pour aujourd'hui. Comment éviter les coups d'État en Afrique? C'était le sujet au centre des échanges aujourd'hui à Lomé. C'est à l'initiative du ministère des Affaires étrangères. L'agence togolaise de presse ATOP a 47 ans aujourd'hui. Elle célèbre cette nouvelle bougie à travers une opération ATOP propre. L'arnaque au téléphone, quelle peine encourent les auteurs? C'était le contenu des magazines que vous avez suivi dans cette édition. La Russie poursuit les frappes en Ukraine. L'assaut sur la capitale Kiev est l'étape à venir. Invité de ce pluriel, il y en a eu deux. Vous avez écouté Madame le ministre Adjovi Lolognon Apedo, épouse Anakoma. Elle a détaillé les actions du gouvernement en faveur des femmes. Et c'était à l'occasion du 8 mars qui sera à célébrer mardi prochain. Le deuxième invité a parlé des mesures prises pour l'ouverture des lieux de culte. Les échos du palais, les sports avec les affiches des playoffs et la revue de presse ont enrichi ce journal de 45 minutes.